Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Infandum. Aujourd'hui, on lit les chapitres 19 et 20. Nous allons maintenant vous laisser vous présenter et nous résumer votre parcours, ainsi que les raisons qui vous ont amené à postuler chez nous. Alors, oui. Donc, comme c'est indiqué sur mon CV, je suis donc titulaire d'une licence en biologie et d'un master en éthologie appliquée. Voilà. J'ai fait un premier stage dans un laboratoire où j'ai étudié... enfin, j'avais fait un autre stage avant celui-ci, mais il n'était pas très intéressant, donc je ne l'ai pas... bref, pendant ce stage, le deuxième dont je vous parlais au début, pas le premier, j'ai étudié une population de rats afin de déterminer l'influence de la photopériode sur les cycles de sommeil. Voilà. Et mon second stage, qui était en fait le troisième, mais comme je ne compte pas le premier qui était moins... Enfin, mon dernier stage, on va dire, s'est déroulé dans ce même laboratoire, mais cette fois pour étudier l'impact des privations sociales sur le comportement maternel des rats. D'accord. Donc voilà. Concernant mes expériences professionnelles, j'ai fait plusieurs CDD, principalement dans le secteur de l'élevage industriel. Et donc, le dernier s'est déroulé en région Lorraine dans une usine, enfin, je veux dire un élevage de poules pondeuses. J'ai étudié les causes de mortalité et proposé des enrichissements pour améliorer le bien-être des poules afin qu'elles arrêtent de... Enfin, que le taux de mortalité baisse. Qu'avez-vous retiré de ces différentes expériences? C'était très intéressant. Mais encore? Eh bien, ça m'a permis d'apprendre à relativiser certaines situations. C'est-à-dire, disons que... Pardon, je m'explique très mal. Ce n'est rien, prenez votre temps. Ça m'a aidé à garder un regard neutre, à relativiser la question de la mort et ne pas m'attacher émotionnellement à mes sujets, ce qui aurait constitué un biais cognitif dans mes observations. Ces qualités sont solidement ancrées en moi grâce à ces expériences. Très bien. Est-ce que tu as des questions, Marine? Oui, une question. En lisant votre CV, je constate que vous n'avez jamais travaillé avec les chevaux. Vous pratiquez l'équitation? Non. Connaissiez-vous le haras de la Ronceraie avant de voir notre offre d'emploi? Pas vraiment. Avez-vous des affinités particulières avec le monde équestre? C'est-à-dire que l'occasion ne s'est jamais présentée pour moi de découvrir ce milieu. Dans ce cas, pourquoi avoir postulé chez nous? Mais parce que j'ai désespérément besoin d'un boulot, espèce de débile. Eh bien parce que le poste me paraît très intéressant et il correspond à ma formation universitaire. Oui, d'accord, mais le diplôme ne fait pas tout. Nous avons reçu beaucoup de candidatures de personnes titulaires d'un master en éthologie. Ce qui nous intéresse, c'est recruter quelqu'un qui connaisse bien les chevaux et sache analyser finement leur comportement. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions indiqué dans la fiche de poste qu'un bon niveau d'équitation serait apprécié. Bien sûr, je comprends. Bon. Pascal, tu as quelque chose à ajouter? Non, je pense qu'on peut arrêter là. À moins que vous n'ayez vous-même des questions, mademoiselle? Non. Il nous reste encore quelques candidats à rencontrer. Nous vous informerons de notre décision d'ici la fin de la semaine. D'accord, merci. Merci à vous de vous être déplacé jusqu'ici. Vous saurez retrouver le parking? Oui, ça ira. Bon retour. Au revoir. Elle a tendu le bras devant elle et attend. Depuis 10 bonnes minutes. Ses muscles fatiguent. Elle doit régulièrement s'interrompre pour se reposer quelques secondes. Spectre brille par son absence. Ce bras offert ne paraît guère l'intéresser, lui qui se montrait si enclin à mordre lorsque Anne ne le lui demandait pas. Peut-être refuse-t-il que ce soit elle qui initie la prise de contact? Il préfère la prendre par surprise. Sale bête. La jeune femme respire un grand coup puis s'astreint au calme. Elle soupçonne le cobra de pouvoir lire ses pensées et craint qu'il ne vienne jamais s'il perçoit son énervement. Son cœur bat néanmoins la chamade alors qu'elle l'invite à lui injecter son venin. Cette perspective la terrifie. Viens, mon beau serpent. Tu peux me mordre, je suis d'accord. Montre-moi l'une des fillettes. Sa voix n'est qu'un souffle, un murmure à peine audible dans l'espace silencieux de l'appartement. Elle a éteint les lumières pour mettre Spectre plus à l'aise. Celui-ci n'est pourtant nulle part et elle commence à se sentir ridicule. Tu vas finir par me convaincre que tu n'existes pas et que je suis une pauvre folle qui parle toute seule. L'a-t-elle vexée en doutant de sa réalité et de celle de l'Infandum au cours des dernières semaines? Ou bien ses doutes sont-ils fondés et perd-elle son temps à appeler une chimère? Spectre, j'ai besoin de toi. Fais-moi signe.
Le bras ankylosé d'Anne retombe tandis qu'un long soupir s'échappe de sa poitrine. C'est un échec cuisant. Elle n'essaye même pas d'invoquer Phobie, devinant n'avoir aucune chance avec le cobra doré. Son regard se porte vers l'ordinateur alors que s'empare d'elle une irrésistible envie de reprendre l'étude sur l'Infandum. La jeune femme se retient cependant. Tenter de contacter Spectre représente déjà une entorse de taille à ses règles de prudence, règles qui s'effilochent lentement mais sûrement à mesure que son quotidien part à volo. Dans sa boîte mail se cache le message qui l'a poussée à se réfugier dans ses délires spirituels pour fuir la réalité. Anne savait qu'elle ne décrocherait pas le poste au Hara étant donné son entretien désastreux, mais de voir le rejet de sa candidature écrit noir sur blanc fut tout de même une expérience pénible. Elle n'a personne auprès de qui se réconforter depuis qu'elle s'est disputée avec Cassandre à propos de leur pendentif. Son amie paraissait si courroucée qu'elle n'ose plus la contacter. Pas de travail, pas d'oreille attentive pour écouter ses malheurs. Il ne reste que les Amadriades, qui ont elles aussi décidé de l'ignorer. C'est donc cela qu'éprouve Cassandre lorsque Théromax l'abandonne pendant de longues périodes. Ça explique peut-être pourquoi elle était si furieuse que je n'ai pas accordé assez d'importance à son cadeau. Ses doigts caressent la moitié de cœur qui repose sur sa poitrine et qu'elle ne quitte plus désormais. La jeune femme joue inconsciemment avec le bijou pendant 1 minute, puis tend de nouveau le bras. « Spectre, viens mon ami, viens me mordre. » 30 avril, 17h04. Quelque chose va se produire. Après d'innombrables échecs et frustrations, les événements prennent enfin une tournure captivante. Théromax est revenu me voir la nuit dernière. C'était assez étrange car il me paraissait différent de d'habitude. Il y avait en lui une sorte de tension, pas tout à fait de la nervosité, mais presque. Sa visite a eu lieu au cours d'un rêve plutôt banal. Je me trouvais chez mes parents, dans ma chambre d'enfance. Plusieurs péripéties étaient déjà survenues avant l'arrivée du jaguar, mais je les ai oubliées. Je crois qu'il y avait une histoire bizarre concernant des voisins qui essayaient de cambrioler notre maison. Bref, Théromax débarqua tout à coup dans ma chambre et me dit être content de mes récents progrès, en particulier le rêve durant lequel mon esprit a fusionné avec Maya. Comme je m'étonnais qu'il soit au courant, il posa sur moi ses yeux pareils à 2 rayons de lumière brûlants, puis déclara « Je connais chaque recoin de ta mémoire. Tu ne peux rien me cacher. » Il affirma ensuite avoir senti que mon pouvoir s'intensifiait et le compara à un ruisseau s'élargissant en rivière. Selon lui, si je poursuis mes efforts, la rivière se transformera bientôt en un fleuve que rien ne saurait stopper. Ces derniers mots m'ont transporté. Ce jour-là, tu seras prête à m'accompagner dans la forêt. J'étais très enthousiaste, et Théromax a dû être attendri par ma joie candide, puisqu'il s'allongea auprès de moi et m'enlaça entre ses pattes, sans me griffer pour une fois. Ces retrouvailles chaleureuses m'ont donné le regain de motivation dont j'avais besoin pour enfin franchir la ligne interdite. Je l'ai fait aujourd'hui. J'ai tué. Pas une personne, non, juste un petit animal. C'était quand même une sacrée marche et je suis encore toute retournée en y songeant. Ce matin, en arrivant au secteur technique du zoo, j'ai vu une souris dans le hangar où l'on stocke le foin. Elle était blessée et n'arrivait pas à s'enfuir. Le chat qui traîne souvent dans les parages s'était visiblement amusé avec. Je me suis approchée pour mieux l'observer. Elle respirait très vite et rampait sur le sol, mais ses pattes arrière ne fonctionnaient plus et je crois qu'elle avait le dos brisé. On voyait un peu de sang à l'endroit où le chat l'avait mordue. J'ai d'abord été saisie d'un élan de pitié et j'ai envisagé de la mettre à l'abri pour lui offrir une mort relativement paisible, dans un lieu calme à l'écart du passage. Puis je me suis souvenue de ma conversation nocturne avec Théromax et j'ai compris que le destin avait placé cette proie facile sur mon chemin. J'ai contemplé la souris pendant encore un moment. Elle était mignonne et je n'étais pas sûre de vouloir la tuer alors qu'elle ne m'avait rien fait. D'un autre côté, sa blessure la condamnait et j'avais le pouvoir d'abréger ses souffrances. Alors j'ai vérifié qu'il n'y avait personne dans le coin, puis je suis allée prendre l'une des grosses pierres qu'on a récemment retirées d'un enclos. Je me suis agenouillée devant la souris et j'ai levé la pierre au-dessus d'elle. Au départ, je ne voulais pas regarder, mais il fallait que je regarde, sinon ça aurait été lâche, et mon Dieu que c'était compliqué, une action si simple et pourtant si compliquée. Cette pauvre souris avait peur et souffrait, et moi j'étais en train de prolonger ses tourments en hésitant pendant 3 heures, il fallait en finir, donc j'ai abattu la pierre et il y a eu un bruit de craquement ainsi qu'un autre bruit que je n'arriverai pas à décrire, et ensuite la souris était morte. Un immense frisson m'a traversé de haut en bas, d'abord très chaud, puis ensuite très froid, puis de nouveau très chaud et encore très froid, une alternance de feu et de glace dans mon corps. J'avais envie de partir en courant, mais je ne pouvais pas laisser tout en plan, car quelqu'un aurait découvert la scène de crime, et alors bonjour le scandale. J'ai donc soulevé la pierre et l'ai rincée au jet d'eau avant de la remettre avec les autres, puis j'ai ramassé les restes de la souris,
Je les ai jetés dans un endroit discret et j'ai nettoyé le sol pour qu'il ne reste aucune trace. J'ai effectué toutes ces actions très posément avant de reprendre ma routine quotidienne comme si de rien n'était. Mais quelques minutes plus tard, alors que je préparais les rations alimentaires des animaux de mon secteur, je me suis soudain mise à trembler si fort que j'ai dû m'interrompre car tout m'échappait des mains. Ça s'est rapidement calmé et je n'éprouvais pas d'émotion particulière, ni peur, ni honte, ni culpabilité. J'ai pensé à une simple retombée tardive d'adrénaline, sauf que ça s'est reproduit plusieurs fois pendant la journée, de manière tout à fait imprévisible. Ce n'était pas trop gênant quand j'étais seule, mais j'avais bien du mal à dissimuler mon trouble en présence de mes collègues. D'autant qu'avec ma paranoïa habituelle, j'ai réussi à me persuader que tout le monde savait ce que j'avais fait, qu'on m'avait vu écraser cette souris avec la pierre et que l'équipe attendait la fin de journée pour me lapider publiquement. Je me faisais bien entendu des idées. Il ne s'est rien passé et j'ai pu rentrer chez moi sans être interpellée par qui que ce soit. Il faut vraiment que j'apprenne à contrôler mes émotions, ça devient ridicule. Dans tous les cas, je pense que mon esprit totem est fier de moi. Il doit savoir ce que j'ai fait puisqu'il connaît chaque recoin de ma mémoire. Je te le promets, Théromax. La rivière qui coule en moi deviendra aussi large que le fleuve Amazone et elle sera remplie de sang.